Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Évidemment, c'est à chaque fois du bonheur de vous retrouver toutes et tous ici. Comme on le voit, on est nombreux et nombreuses, malgré ce qu'ils espéraient. C'est qu'on tient la barre. On a pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. On a su se mobiliser lors des dernières élections électorales. Et preuve en est avec la salle remplie ce soir. On est capable encore de se mobiliser. Et là est la solution, là est la force politique. C'est ce qu'on est en train de démontrer une nouvelle fois ce soir. Je remercie Manuel Bompard d'être venu tout à l'heure à Avignon. Bon, c'est pas très loin, on est voisins d'ailleurs. Je vais régulièrement venir sur le Gard si possible pour soutenir aussi les camarades. Ouais. Et tout à l'heure, on a ouvert du coup la permanence parlementaire sur Avignon. Et je vous avoue qu'il y a des matins, je me réveille, je me dis non, c'est pas vrai, on n'y est pas. Bah si, on l'a fait. Et souvenez-vous un peu de la campagne, évidemment médiatique qu'on a subie. Manuel en a dit quelques mots. De toute la confusion généralisée et les campagnes de désinformation qui sont faites à nos sujets. Preuve en est, avec notre campagne, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a une déconnexion entre ce champ politique et médiatique et ce qui se passe réellement dans la société. Et notamment vis-à-vis de la jeunesse. C'est ce qu'on a su démontrer avec cette campagne, et surtout, camarades. Et je vous le dis, il y a des camarades dans cette campagne législative, qui à un moment donné, c'est normal, au bout d'un moment, on n'est pas totalement imperméable à ce qui se dit dans ces fameux médias et de ces classes politiques et médiatiques complètement à la dérive, qui est en train de se radicaliser de jour en jour. Il y a des camarades qui disaient attention, faire attention à un certain sujet, être habillé comme ci, comme ça, pour plaire justement à cet auditoire-là. Mais on a dit non, il n'en est pas question. Et surtout, on ne lâchera jamais un seul centimètre sur les lignes politiques. Et c'est ce pourquoi, moi, vous savez, je ne suis pas un militant de la France Insoumise à la base. C'est ce qui m'a plu à la France Insoumise et c'est ce qui nous a plu avec la Jeune Garde. C'est qu'on a retrouvé des camarades, peu importe l'obéissance politique, on n'est pas des grands dogmatiques. Même si on en a du bagage, on a de l'information. C'est cet esprit de se dire, on a des objectifs, on va y aller, on va tenir la barre. Peu importe ce qu'on nous raconte en face. Les élections européennes, ça en était un symbole. Vous imaginez, pendant des semaines et des semaines, on nous rabâche à la télé que la France Insoumise serait devenue antisémite, toutes les conneries qu'on a pu entendre, porte-parole du Hamas, etc., etc. La violence médiatique et politique qu'il y a pu avoir, et poum, Rima Hassan. Mais quelle fierté! C'était une fierté immense. Et c'est ça la solution dans la période, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui ne reculeront pas d'un centimètre, et face aux libéraux, et face à l'extrême droite, qui de plus en plus deviennent un seul et même camp. Et c'est ce qu'on a observé à l'Assemblée nationale ces dernières semaines lors du budget. On a une opportunité quand même très intéressante, camarades. Alors malgré le coup de force d'Emmanuel Macron, c'est le nombre qu'on est à l'Assemblée nationale, la force politique qu'on amène à l'Assemblée nationale, fait qu'on se retrouve dans une situation où le bloc macroniste est de plus en plus réduit, de plus en plus affaibli, et du coup, le RN, qui comptait ne le faire qu'une seule fois au pouvoir, qu'une fois arrivé au pouvoir, est obligé de se ranger ouvertement du côté de la bourgeoisie, du côté du capital. Et on a eu des scènes ubuesques, on a des députés du RN qui se lèvent comme ça en plein hémicycle, qui engueulent presque les macronistes en leur disant « Mais qu'est-ce que vous foutez? Soyez plus nombreux sur vos bancs, regardez ce que sont en train de faire passer le NFP à taxer tous les riches et tout, ah là là !» Voilà ce qui est en train de se passer à l'Assemblée. Donc oui, ça a du sens qu'on soit là-bas. Et je ne vais pas m'éterniser Milan parce que voilà, il y a déjà eu beaucoup de temps de parole. Mais juste, camarades, j'aimerais une chose. C'est surtout pas se dire que c'est perdu. Parce que dans la période et dans la situation, notre pire ennemi, c'est la résignation. Et on a des tas de personnes autour de nous, on le sait, qui sont convaincus de nos idées, qui sont convaincus qu'on défend de belles choses et une société meilleure. Mais la résignation, c'est la chose finalement qui est notre plus grand ennemi. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être face à un mur. On a gagné ces élections législatives, on a un coup de force du président de la République. On mène des combats qui sont justes, nobles, antiracistes, de lutte contre l'antisémitisme depuis toujours, contrairement à ces fachos qui, eux, tenaient de libérer les négationnistes il n'y a même pas encore quelques semaines. Oui, on a toujours été de ces combats. Et on fait face à une désinformation, encore une fois, une confusion généralisée qui fait peur. On a l'impression d'être face à un mur. Mais j'aimerais, camarades, quand même, qu'on se rappelle des petites choses, des informations qui sont passées un peu à travers ces dernières semaines. Il y a eu un article du Nouvel Obs qui expliquait que Bernard Arnault, on parle quand même d'un des hommes les plus puissants de la planète. Vous savez, ils se font la course un peu avec Elon Musk, à savoir lequel aura le plus de milliards, on parle en centaines de milliards. Donc c'est un des hommes les plus puissants de la planète, français. Il a tellement paniqué qu'un gouvernement NFP soit mis en place, que lui, de son côté, il a tout fait pour éviter que ça arrive.
Mais là, quand je vous dis ça, on peut se dire, oui, bah, c'est logique, c'est un milliardaire. Ouais, mais dites-vous pas ça. Dites-vous plutôt, quand vous vous levez le matin et que vous allez au taf, eh ben, on a fait trembler un des hommes les plus puissants de la planète, un des hommes qui exploite des centaines de milliers de personnes dans ce pays et qui a construit toute sa fortune là-dessus. Ça, c'est une immense fierté que nous avoir. On a fait trembler Bernard Arnault, à tel point qu'il a mis tous ses efforts, toute sa capacité à influer, notamment sur Emmanuel Macron, pour éviter qu'on soit au pouvoir. C'est bien qu'on est actuellement sur une ligne de crête, comme aimait le rappeler le camarade de Lounès. On est sur une ligne de crête. C'est que d'un côté, on sent bien qu'on pourrait tomber à la fois dans une société fasciste, on sent que ça se rapproche de plus en plus l'extrême droite prendre la place, ou à la fois tomber dans ce qui serait le meilleur, c'est-à-dire une société alternative, enfin émancipée si possible de cette société de classe et d'exploitation et de misère et de racisme et tout ce qui va avec, et de guerre évidemment, avec ce qui se passe en Palestine. Donc restez mobilisés camarades, on a encore beaucoup de choses à faire ensemble, on a déjoué tous les pronostics il y a quelques mois, alors tout le monde nous disait perdant. S'il faut remonter un peu les pneumatiques, pensez à Bernard Arnault qui tremble encore dans son lit lorsqu'il imagine un gouvernement en effet. À mon tour, du coup, moi je suis voisine de l'autre côté. Coucou les camarades gardois. On va mettre de côté les embrouilles football et tout ça là pour ce soir. Contente de retrouver mes camarades députés dans un autre contexte que l'hémicycle aussi, parce qu'on y a passé des matinées, des après-midi et des soirées. Franchement, bon, on rigole un petit peu, mais pas toujours quand même. Et contente du coup effectivement de se retrouver aussi entre nous, parce que c'est clair que déjà on sait quand on voit des salles remplies comme ça que on se trompe pas trop, qu'on défend les bons intérêts et qu'on est aussi du bon côté de l'histoire, parce que lorsqu'on voit, et Emmanuel l'a rappelé, que finalement, en fait, toute la sphère médiatico-politique s'embourbe dans ses mensonges, par exemple sur ce qui se passe à Gaza, par exemple sur ce qui se passe à Amsterdam, et que pendant ce temps, nous avons toujours défendu la même ligne, droit international, contre le massacre des peuples dans le monde, eh bien on se dit que oui, on est du bon côté de l'histoire, et que nous n'aurons pas à rougir de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait, et qu'on continuera à le faire. La bataille, elle est dure, elle est rude, mais on sait très bien que quand on défend, quand on se bat contre les puissants et les riches du pays, rien ne va nous être donné et que tout, on va devoir l'arracher avec les dents. Ça tombe bien, nous, on est plutôt prêts à faire ça. De toute façon, si on est prêt à passer des nuits, même à l'Assemblée, c'est qu'a priori, on est prêt à mener toutes les batailles. Et on est content de les mener avec vous et d'être dans la rue aussi lorsque la nécessité se fait ressentir. Et moi, je voulais dire quand même toute cette bataille sur le budget pour montrer concrètement ce que ça représente. Alors les 4 interventions de vous, mesdames, au début, ont déjà montré 4 aspects de ce que ça signifie concrètement. Moi, je suis maintenant interpellée dans tous les secteurs, par des labos de recherche, dans le milieu de la culture, parce qu'il y a des baisses de budget, forcément, et parce que, en fait, ça veut dire concrètement toutes sortes de secteurs de la société qui vont fermer, qui ne vont plus pouvoir exercer leur activité. Et ce matin, donc, j'étais au rapport annuel, à la conférence de presse annuelle du Secours catholique, comme plein d'associations, de collectifs qui luttent contre la précarité. Tous les ans font un rapport sur la pauvreté. La Fondation Abbé Pierre en fait, le Secours populaire en fait, etc. Ce matin, c'était le Secours catholique à Montpellier. C'est de pire en pire chaque année. Et ils ont mis en avant en particulier le non-recours aux droits. Le fait qu'en fait, il y a une personne sur 3 qui a droit aux aides sociales et qui n'a pas recours à ces droits. Pourquoi ? Parce que tout est dématérialisé, parce que les gens ne savent même pas qu'ils y ont droit, et parce que pendant ce temps-là, eh bien, le gouvernement propose un budget qui, plutôt que de faire les poches aux riches, va continuer en fait à accroître cette misère et le nombre d'aides auxquelles les gens ont droit. En fait, c'est exactement tout ça que nous, on cherche à renverser, parce que ça suffit, en fait, c'est insupportable, ce mépris des plus pauvres, alors que pendant ce temps-là, comme Manuel l'a dit, il y a au moins 147 personnes dans le pays à qui on pourrait faire les poches pour que ces gens qui sont dans la misère puissent ne plus l'être et puissent vivre dignement. Je m'arrête là parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. En tout cas, grand plaisir d'être là ce soir avec vous.
En toute hypocrisie, le président Macron autorise silencieusement la vente de matériel militaire à Israël. Il trahit le large sentiment de la population française qui trempe de dégoût face à ce carnage qui court depuis déjà 1 an. Pour la France insoumise, je voudrais vous dire que ces combats que nous menons tous partout en France, ce n'est pas de la com comme le fait le RN quand il met en place une soi-disant loi pour demander l'abrogation de la réforme, en sachant la réforme des retraites, en sachant particulièrement que ça ne passera jamais. Ça, c'est de la pure com. Non, pour nous, lutter pour la paix partout dans le monde, lutter pour préserver la nature avec la règle verte, dans une nouvelle constitution, lutter pour la dignité de tous et un SMIC à 1 600 €, ou lutter pour une retraite à 60 ans, c'est le même combat. C'est dans notre ADN, c'est celui de la gauche radicale que nous incarnons. Oui, je dis bien gauche radicale, et radicale, il faut l'assumer, parce que nécessairement radicale, car il faut radicalement changer les priorités de notre société en faveur du plus grand nombre. Il y a Samy qui pose une question sur la destitution de Macron. Je pense y avoir globalement assez plutôt répondu dans mon intervention, et qui pose la question de savoir si cette campagne se poursuit, la campagne de pétition qui a été lancée par le mouvement Insoumis. Donc ma réponse est oui, puisque si la première motion de destitution n'a pas pu être inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée, pour autant on continue et on va la réinscrire. Donc on essaye de le faire dans notre niche parlementaire, sinon on le refera à un autre moment. Bref, c'est une campagne qui est une campagne permanente, donc si les gens ici n'ont pas encore signé la pétition sur macron-destitution.fr, vous pouvez le faire. Patrick qui dit on parle de faire passer le budget avec le 47.1, quelle est la différence avec le 49.3? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En gros, le 47.1, l'idée c'est d'utiliser l'expiration des délais constitutionnels qui sont prévus pour mettre un terme à la discussion, et dans ce cas-là, ça permet au gouvernement de pouvoir légiférer sans ordonnance, c'est-à-dire de pouvoir faire passer le budget sans avoir besoin d'un vote de l'Assemblée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les deux cas de figure, en fait, on a la possibilité de déposer un 49.3. Je vous explique rapidement une motion de censure, excusez-moi. Là, je vais vous dire pourquoi je me suis trompé, parce qu'en fait, peut-être les gens ne le savent pas, mais il y a deux manières de déposer une motion de censure pour des députés. Il y a la motion de censure 49.3, justement, qui est dans l'article 49.3 de la Constitution, et qui est une motion de censure qu'on dépose en réponse à l'utilisation par le gouvernement du 49.3. Alors le gouvernement dit, j'ai cette loi, je ne veux pas la faire voter, donc j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur cette loi, c'est-à-dire si vous faites tomber le gouvernement, cette loi tombe, mais si vous ne faites pas tomber le gouvernement, cette loi passe. 49.3, on a un délai dans lequel on peut déposer une motion de censure pour dire on ne veut pas la loi, donc on va faire tomber le gouvernement. Et il y a un deuxième article, l'article 49.2 de la Constitution, qui nous permet de déposer des motions de censure sans texte, c'est-à-dire il n'y a pas de texte, c'est une motion de censure qu'on dépose quand on veut, pour nous empêcher de le faire tous les jours. On a le droit seulement d'en déposer 2 dans l'année, en fait, par session parlementaire. Donc pour être clair, si le gouvernement fait 49.3, il y aura une motion de censure sur la base de l'article 49.3. Si le gouvernement essaye de passer le budget par ordonnance, il y aura une motion de censure sur la base de l'article 49.2, puisqu'on a la possibilité de le faire. Voilà. Comment la FI se positionne sur la question du pouvoir d'achat? J'ai pas le prénom. Bon, là, c'est difficile de résumer en quelques mots, mais d'abord, inviter la personne qui a posé la question à aller consulter le programme. Mais clairement, les propositions majeures, c'est l'augmentation du SMIC et donc l'augmentation des salaires par des négociations collectives. Le seul truc qu'on peut augmenter par la loi, c'est le SMIC, mais après, bien évidemment, on peut agir pour favoriser et donner des points d'appui aux salariés pour obtenir des augmentations de salaire. C'est l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, parce que ça, c'est ce sur quoi on peut agir aussi. Donc, c'est-à-dire d'avoir des meilleures rémunérations qui permettent de vivre de leur travail, et c'est d'avoir une action sur les prix, notamment en proposant une loi sur ce qu'on a appelé le blocage des prix. L'année dernière, dans notre niche parlementaire, on avait examiné une loi pour l'encadrement des marges dans la grande distribution, dans le raffinage, parce qu'on observait que l'augmentation des prix, elle était due pour grande partie à l'augmentation des marges des entreprises de distribution ou de transformation. Donc l'idée était par la loi d'agir pour la baisse des prix. Voilà, pour aller vite sur le pouvoir d'achat. Il y aurait plein d'autres choses à dire, la revalorisation des minima sociaux, évidemment. C'est difficile de résumer en 2 mots, mais ça, c'est les grandes mesures, les grandes propositions sur le sujet. Est-ce que la reconnaissance de l'État de Palestine est prévue dans la niche parlementaire de la France Insoumise? Alors c'est une bonne question, donc c'est pas le cas, mais je vais vous expliquer pourquoi. En vérité, c'est une idée qu'on avait, effectivement, de proposer au vote de l'Assemblée la reconnaissance de l'État de Palestine par un vote de l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu un vote en France à l'Assemblée entre 2012 et 2017
pour la reconnaissance de l'État de Palestine. On s'est dit on va le refaire. On a échangé avec notamment l'ambassade et l'ambassadrice de Palestine en France, qui nous a dit surtout ne le faites pas, parce que si vous inscrivez cette proposition de loi à l'ordre du jour, au vu de la configuration de l'Assemblée nationale, le plus probable c'est qu'il y a un vote contre, que ça soit rejeté. Et alors que le dernier vote pour l'instant de l'Assemblée nationale est en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, si vous obtenez un vote contre, en fait vous allez faire reculer la revendication sur le sujet. Donc on a renoncé parce que l'idée c'est pas de faire des choses pour faire des choses, c'est de faire des choses pour qu'elles soient utiles. Et là ça nous paraissait en vérité contre-productif. Par exemple, une décision qu'on a prise depuis 1 an et qu'on tient, c'est que vous savez, on a 3 questions au gouvernement chaque semaine. On en avait 4 dans la mandature précédente, on en a 3 maintenant. Et on a décidé que tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, on consacrerait une de nos questions au gouvernement à la situation en Palestine et à Gaza. Il y a un an qu'on le tient. Ça donne mieux, sachez-le, et ça donne droit à des insultes permanentes parce que nous, il suffit qu'un député insoumis dise un mot de trop, vous en entendez parler à la télévision. Mais nous, les collègues qui sont là, on sont témoins. À chaque fois qu'on pose une question sur ce sujet, on a des gens en face qui nous disent vous êtes des complices du Hamas, vous êtes des soutiens des terroristes, etc. Et surtout, il ne faut pas répondre parce que si vous répondez, on prend votre réponse, on n'entend pas ce qui a été dit avant, bien évidemment, et on dit que vous êtes mal élevé, que vous bordélisez l'Assemblée nationale. Voilà ce qui se passe. C'est la réalité qui se passe à l'Assemblée nationale. François qui demande s'il est prévu un matériel sur la lutte du NFP, sur le budget, le rôle du RN pour soutenir le gouvernement Barnier. Alors, sauf erreur de ma part, il y en a déjà un, il est commandable en ligne, qui explique effectivement la bataille qu'on mène et qui dit aussi quels ont été les votes du Rassemblement National. Mais on travaille sur un deuxième track plus spécifique, consacré spécifiquement à la question du Rassemblement National. Et je pense qu'il vous sera utile pour mettre sur papier en quelque sorte ce que je vous ai dit là à l'oral dans la discussion. Si tu me permets, Manu. Oui, je t'en prie. Par rapport aux tracts, on a une table au niveau de l'entrée par là-bas où se situent tous les tracts qu'on distribue en ce moment sur toutes les thématiques, donc je vous invite les gens à aller y jeter un coup d'œil. Il y a une question sur est-ce que la France Insoumise soutient la revendication des mairies, des collectivités locales face aux mesures de restrictions budgétaires qui sont annoncées. Et la réponse est bien évidemment oui. Et d'ailleurs dans la partie dépenses, je suis allé vite là-dessus tout à l'heure, mais quand on discute le budget à l'Assemblée, en fait, on le discute en 2 parties. D'abord la partie recettes et ensuite la partie dépenses. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas terminé la partie recettes, vous n'engagez pas la partie dépenses, ce qui a, on peut dire, une certaine logique, c'est-à-dire on sait de combien on dispose pour pouvoir le dépenser. Il se trouve que comme la partie recettes a été rejetée à l'Assemblée, en fait, on ne discute pas de la partie dépenses quand la partie recettes est rejetée. On n'a pas pu discuter de la partie dépenses en hémicycle. Par contre, on l'a discuté en commission, et en commission, on avait réussi à faire annuler les coupes dans les dotations des collectivités locales. Donc oui, on soutient, mais comment dire, je ne peux pas ne pas vous dire qu'il y a quand même une certaine hypocrisie de voir un certain nombre d'élus aujourd'hui. J'ai vu par exemple, pour parler d'une ville de la région, le maire de Toulouse faire des manifestations contre les restrictions budgétaires décidées par un gouvernement dirigé par un homme qui est membre du même parti politique que lui. Donc moi je veux bien que maintenant on essaye de nous dire machin, mais la vérité c'est qu'il peut peut-être s'adresser à M. Barnier et lui dire de renoncer à ce mauvais budget. Bon, ensuite il y a une question sur le déficit public et la responsabilité de ceux qui justement ont une responsabilité parce qu'ils ont gaspillé les fonds publics. Bon, ça fait partie des choses sur lesquelles on a obtenu le fait que la commission des finances de l'Assemblée nationale se transforme en commission d'enquête pour faire la lumière. Parce que la vérité, c'est que l'année dernière à l'Assemblée, quand on a travaillé le budget, il y a toujours des prévisions qui nous sont présentées, qui sont des prévisions économiques pour l'année prochaine, telle croissance, tel déficit. Et on nous avait dit, grâce au budget qu'on va mettre en place, on va redescendre le déficit autour de 4%. Vous avez vu qu'en fait, en vérité, on est autour de 6%. Bon, incompétence, malhonnêteté, sans doute un peu les deux pour être honnête. L'incompétence c'est certain, la malhonnêteté aussi, notamment parce que tout le monde sait maintenant que les premiers signaux que la dégradation du déficit était beaucoup plus importante que prévu ont été mis en circulation avant les élections européennes et législatives, et qu'il y a une volonté claire de cacher la vérité parce que ceux qui sont aux manettes avaient peur que ça se traduise par une sanction électorale. Alors ils n'ont pas donné la vérité, ils ont quand même eu la sanction électorale, mais manifestement c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu aussi dire la vérité. C'est ce qu'on va essayer de prouver dans le cadre de cette commission d'enquête. J'ai des questions plus précises sur par exemple là, des ressortissants qui
ont demandé un renouvellement de titre de séjour qu'ils n'ont pas eu. Alors, pour toutes ces questions très précises moi, ce à quoi je peux vous inviter, il va m'en vouloir, Raphaël, s'il est toujours là, c'est à la France Insoumise, comme nous n'avons pas malheureusement de députés dans chaque département du pays, nous avons mis en place ce qu'on a appelé des députés référents, c'est-à-dire chacun est député dans son département, mais aussi et en appui, en soutien d'un autre département. C'est Raphaël qui est votre député référent dans le Gard, et n'hésitez pas quand il y a des demandes de cette nature, il ne faut pas hésiter à le solliciter. Nous, les députés, on a toujours la possibilité, c'est pas nous qui décidons, bien évidemment, les titres de séjour, mais on a toujours la possibilité de faire des courriers pour appuyer des demandes auprès de la préfecture, et on le fait volontiers quand c'est utile. Et pour ça, on a besoin d'être sollicité en donnant des arguments. Bien souvent, c'est des gens soit qui ont des enfants à l'école, soit qui ont des situations très... En gros, tous les arguments qui nous permettent d'appuyer la demande sont les bienvenus, donc n'hésitez pas à le faire. Question pareille qui vient souvent et sur lesquelles j'essaye de donner quelques éléments d'explication, c'est est-ce que la France Insoumise porte plainte contre les attaques injustes en antisémitisme? Alors je sais que bien souvent quand je vais dans des endroits, il y a même des gens qui m'engueulent un peu en me disant mais pourquoi vous portez pas plainte? Bon, alors je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, en vérité, on porte plainte, pas à chaque fois, mais je vais vous dire pourquoi pas à chaque fois, mais il nous arrive bien évidemment de porter plainte. Bon. On est confronté à quelques difficultés. Premièrement, la loi sur la diffamation en France est une loi qui est une loi extrêmement vague, on va dire. C'est qu'il ne suffit pas seulement de prouver que quelque chose qui a été dit est faux, il faut prouver que la chose a été dite avec une volonté manifeste et en ne sachant pas en fait que c'était faux. Je vous la fais vite. Je vous la fais vite, c'est un peu plus compliqué que ça en vérité, mais on va dire comme ça pour aller vite. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est que dès qu'on identifie des attaques insupportables, on les fait expertiser pour voir est-ce que, oui ou non, ça peut tomber dans le coup de la loi de la diffamation. Et le cas échéant, dans ce cas-là, on fait des procès. Après, il faut savoir que ces procès, d'abord, ils durent longtemps. Donc, ça dure 6 mois, 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir une décision. Et puis enfin, au risque de choquer, mais on est entre nous à peu près ici, ne pensez pas non plus que le climat de fascisation qu'on a pu observer dans le champ politique, dans le champ médiatique, en particulier sur la question de la paix et la criminalisation des voix de la paix et des voix qui dénoncent les massacres à Gaza, ne pensez pas que le système judiciaire en est épargné. Le système judiciaire, comme toute institution, il est poreux aussi avec ce qui se passe dans la société. Donc, je pense que je le dis avec un peu de franchise, les camarades qui pensent qu'il y aurait une justice au-delà de tout ça, débarrasser des rapports de force qui existent dans la politique et qui viendraient avec le sceau de la justice rétablir la vérité, je pense que les camarades se trompent sur ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ce moyen d'action quand on peut l'utiliser, mais la meilleure manière de lutter contre les fake news, c'est d'avoir notre propre communication, c'est d'avoir un réseau qui est le plus puissant possible, qui permet de diffuser des contre-informations, de rétablir la réalité, c'est d'aller dans les médias, même si c'est compliqué pour essayer de leur clouer le bec et de rétablir la vérité. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, nous les anciens. Après, j'ai 3 questions sur les municipales. Bon, soyons clairs, les municipales sont en 2026. Il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir si, par rapport à 2020, on a été plutôt en seconde ligne. Est-ce qu'on a l'intention de prendre à bras le corps la question des municipales? Ma réponse est oui. Pour être tout à fait transparent avec vous, les Insoumis ont reçu hier soir, tard, un texte de discussion pour ce qu'on appelle l'Assemblée représentative du mouvement qui va avoir lieu en décembre. Ils vont le discuter dans les prochains jours dans les groupes d'action et les groupes par département de la France Insoumise. Et l'idée est de se doter d'une méthode, d'un calendrier, d'une stratégie pour les élections municipales. Bon, clairement, la France Insoumise a la vocation à jouer pleinement son rôle aux élections municipales à venir, et dans un certain nombre de communes, et je crois pouvoir dire que c'est le cas à Nîmes par exemple, elle a fait des résultats qui sont quand même des résultats importants aux élections européennes en particulier, et aux élections législatives, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc à partir de ce moment-là, elle a bien l'intention d'être en première ligne de cette bataille. Ensuite, les Insoumis décideront sur quelle forme, comment, avec qui, sur quel programme. Ça c'est un peu tôt pour répondre à cette question, mais en tout cas c'est pas une campagne sur laquelle on va faire l'impasse. Voilà, ça au moins les choses sont dites. Il y a une question sur le rapport entre... plusieurs questions sur le rapport entre la France Insoumise et les autres composantes, la question du nouveau Front Populaire. Quelqu'un qui m'a dit pourquoi t'as pas beaucoup parlé du nouveau Front Populaire dans ton intervention. Bon, moi j'ai parlé de la bataille budgétaire, j'ai parlé
des questions de la situation économique et sociale. Et bien évidemment, nous on a toujours été sur le même état d'esprit. À chaque fois que ces batailles, on peut les mener ensemble. Le nouveau Front Populaire, on peut le mener avec tous ceux qui veulent les mener ensemble. On les mène ensemble. Donc, la bataille budgétaire à l'Assemblée nationale, globalement, à quelques exceptions près, elle s'est plutôt menée ensemble. Et les batailles, quand il faut aller soutenir les salariés de Michelin, quand c'est possible, on le fait ensemble. Maintenant, je veux dire aussi les choses avec franchise, parce que j'ai pas l'habitude de cacher mon point de vue. Par exemple, dans la bataille budgétaire, on a eu aussi quelques moments un peu de crispation, parce que quand le groupe insoumis est représenté à 60 ou 70% dans l'hémicycle, et qu'on a l'impression qu'on perd des votes à 2-3 voix parce que les autres groupes sont un peu moins présents, ça nous agace un petit peu, donc on le dit. Voilà, pour autant, nous, on est toujours pour avancer. Notre ligne politique à la France insoumise, elle a toujours été la même. C'est le rassemblement sur un programme de rupture, c'est simple. Si on est d'accord sur le programme, on est prêt à faire avec tous ceux qui ont envie de faire sur la base du même programme, et c'est un programme de rupture avec le monde dominant. C'est un programme qui affronte les questions. Je fais écho à l'intervention que j'ai faite tout au début. C'est un programme qui ne se cache pas, qui assume ses positions politiques et qui n'a pas peur de son ombre. C'est tout. À partir de ce moment-là, on est d'accord pour le faire avec tous ceux qui veulent, et donc avec le nouveau Front Populaire à chaque fois que c'est possible. Je vais m'arrêter, parce que là, d'accord. Question sur la question du racisme, des discriminations systémiques qui existent dans les quartiers populaires. Pourquoi ces problématiques ne font pas partie des discours dominants, notamment dans les médias et auprès des leaders politiques? Bon, c'est une réalité qu'on observe, comme la personne qui a posé, comme Nordine qui a posé la question. C'est une réalité contre laquelle on essaye de lutter. Y compris, ça nous a été reproché parfois, on essaye de lutter contre, parfois en utilisant aussi des mots forts. Alors on nous dit oui, vous conflictualisez, bah oui, mais ça c'est très facile. C'est comme vous importez le conflit. Parce qu'il y en a tellement qui voudraient qu'en fait on ne parle pas de ce qui se passe là-bas, ça les arrangerait tellement qu'on n'en parle pas. C'est pas nous qui importons le conflit. C'est pas nous qui importons le conflit. On est aujourd'hui dans une situation où il y a plein de gens qui sont révoltés, en colère par rapport à ce qui se passe là-bas, et ils veulent qu'on en parle, parce que c'est notre devoir, parce que quelle est cette vision de l'humanité ou de la politique qui consisterait à dire qu'on ne devrait parler que des sujets qui sont des sujets locaux ou nationaux? On est intéressé au respect des droits humains, on a des principes humains, et ces principes, ils se limitent pas aux frontières de la France, c'est une vocation internationale. Donc, j'ai pris cet exemple, mais c'est le cas, quand on dit il y a un problème aujourd'hui de violence policière, on n'a pas peur d'utiliser le mot. On nous dit oui, vous êtes anti-police, vous êtes anti-flic. Vous voyez comment le débat est caricaturé. Mais même sur ça, vous voulez rigoler un petit peu. Vous savez que dans l'augmentation à 3 jours de carence pour les fonctionnaires, ça concerne les policiers municipaux et les policiers nationaux. On leur a dit la dernière fois au Rassemblement National, ils sont d'accord avec l'augmentation des jours de carence. Vous passez votre temps à dire que nous on est anti-flic et que vous êtes pro-flic. Mais quand le problème c'est les conditions de travail des policiers, là bizarrement il n'y a plus personne. Et c'est les insoumis qui sont en train de les défendre. Donc on peut à la fois dire ça et en même temps dire que c'est inacceptable aujourd'hui en France d'avoir des gens qui meurent suite à un refus d'obtempérer, que c'est pas normal qu'il y ait du racisme dans la police, que c'est pas normal, et peut-être que les enfants et les gens qui sont à la télévision à longueur de journée, ils les vivent pas, et comme ils les vivent pas, ils considèrent que c'est un problème qui n'existe pas. Mais si c'est un problème qui existe et qui concerne des millions de personnes en France, des millions de gamins qui ont la peur au ventre quand ils vont partir pour aller à l'école ou quand ils vont partir pour aller travailler, qui ont peur de tomber sur un contrôle parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que d'autres et ils ont peur d'en être victimes. Et donc oui, c'est notre devoir aussi de dénoncer ces discriminations, ce racisme qui existe dans les contrôles de police, qui existe dans l'accès à l'emploi, qui existe dans l'accès au logement. J'assume de le dire. Et j'aimerais que dans le débat public, on puisse parler de ça sans immédiatement être caricaturé comme étant vous êtes anti-police, anti-flic, etc. Vous êtes tellement anti-police qu'on pense que sur certains sujets, il devrait y en avoir davantage des policiers. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on est pour une police qui est une police qui respecte les règles déontologiques, tout simplement. Et que quand un policier est failli, il ne doit pas être couvert par sa hiérarchie ou par les autorités politiques, il doit être sanctionné, tout simplement. Bref, excusez-moi, après je m'en vais. Voilà. Question sur les cabinets de conseil, les cabinets de consultants. Et oui, je suis d'accord, il y avait une proposition de loi à l'initiative des communistes au Sénat qui avait été adoptée, qui était une bonne proposition de loi qui permettait de faire une mission d'enquête aussi sur l'utilisation par l'État de cabinets de conseil, de cabinets de consultants qui peu à peu se prennent des missions et se substituent à des missions qui avant étaient prises en charge par les fonctionnaires, par les agents de l'État.
Donc il faut mettre un terme à ce recours abusif au cabinet de conseil qui a servi par ailleurs à enrichir des amis de la Macronie, tout le monde le sait. Donc il faut revenir, on a des fonctionnaires, on a des agents de l'État, ils font bien leur travail, si on les respecte et si on les paye à la hauteur de leur emploi. Donc c'est eux qui doivent faire ce travail-là et certainement pas des cabinets de conseil. Voilà, après il y a plein d'autres questions un peu plus spécifiques. La mesquite des Gilets jaunes, c'est effectivement une proposition de loi qu'on a déposée et demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour. Bon, je vous ai dit ce qu'on avait choisi pour cette fois dans la niche parlementaire du groupe Insoumis. Franchement, je vous promets, c'est un casse-tête à chaque fois, parce que tout le monde arrive avec 2-3 idées, parce qu'on a plein d'idées, donc on est obligé de trouver des équilibres. Donc là, on n'a pas mis cette proposition de loi cette fois, mais on a une niche chaque année, peut-être qu'on pourra le mettre une autre année. Comment aider les associations qui se battent face aux restrictions budgétaires? Bon, il y a l'aide qu'on peut faire en tant que représentant politique, c'est d'essayer d'empêcher que les budgets de soutien à ces associations ou que les lignes de soutien à ces associations dans les collectivités locales soient coupées. Puis après, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que militant, c'est aller aider les associations, être bénévole dans les associations, aller les aider financièrement, aller faire des dons aux associations. Voilà, et je pense que c'est aussi indispensable parce que les associations, les syndicats, tout ça participe du projet de société qu'on a envie de construire et tout ça est complémentaire. Et je pense qu'on est parfois militant dans une association, ben on agit aussi, moi j'ai toujours considéré qu'on agit aussi dans la même direction que ce qu'on essaye de mener aussi dans la bataille politique. Le NFP, j'en ai parlé. Comment pourrait-on introduire la politique dans les établissements scolaires? Rachel, je comprends la question, mais notre devoir, c'est pas notre devoir, c'est pas d'importer la politique au sens partidaire dans les établissements scolaires. Par contre, qu'on se pose la question de savoir comment les jeunes soient peut-être encore mieux renseignés, informés sur l'organisation des pouvoirs politiques, ça, oui, bien sûr, ce serait une nécessité. Ok. Comment s'opposer aux destructions massives d'habitat? On a mené une mission, je ne sais pas, là, en l'occurrence, c'est sur des chambreries étudiantes. Mais je veux juste vous dire qu'on a lancé un petit groupe de travail qui travaille. Je sais que sur le quartier Pisevin à Nîmes, c'est une problématique forte qui est sur la question de l'ANRU et des questions de destruction, de relogement ou de refus de destruction. Voilà, on peut en parler à la fin, mais en tout cas, bien évidemment disponible pour y travailler avec vous. Revalorisation de l'allocation des demandeurs d'asile qui n'a pas été revalorisée depuis 2016. Nous, de manière générale, de toute façon, la position qu'on défend, c'est la revalorisation des allocations, au moins au niveau de l'inflation, tout simplement. Parce que si une allocation reste stable alors que les prix augmentent, vous perdez du pouvoir d'achat, c'est simple. Donc, à minima, c'est le cas du point d'indice, c'est le cas des salaires, on devrait avoir une revalorisation chaque année sur la base de l'inflation, comme les retraites, normalement, sauf quand M. Barnier passe par là pour essayer de nous envoler un petit peu. Voilà, je passe un peu vite sur... parfois, il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de la remarque que de la question. Il y a des questions internes sur la France Insoumise, le budget de la France Insoumise, l'organisation des discussions à la France Insoumise. Je veux juste dire des choses très simples. J'ai parlé de documents qui ont été envoyés hier. Dedans, il y a un document d'orientation politique, un document de bilan. Dans le document de bilan, puisqu'on parle du budget, il y a un document de bilan financier. Et pour le reste, la France Insoumise a un devoir, et on le fait bien évidemment, qui est de publier chaque année son budget. Donc le budget de la France Insoumise, il est public sur ses ressources, ses dépenses, etc. Il peut se trouver sur le compte de la Commission nationale des comptes de campagne. On essaye de le publier aussi chaque année sur le site de la France Insoumise. Et puis en ce qui concerne les cadres de débat, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une assemblée représentative. Elle fournit des textes à la discussion. Il y a des groupes d'action de la France Insoumise qui vont pouvoir discuter de ces textes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des boucles départementales qui réunissent le groupe d'action du département qui vont pouvoir discuter de ces textes. Après, on a notre assemblée représentative. Et à la fin, les textes ils sont soumis à la validation des insoumis sur la plateforme. Voilà, il y a un processus. C'est vrai qu'il ne ressemble peut-être pas au processus qui existe dans d'autres formations politiques, mais moi je pense que c'est un processus qui est intéressant, même si bien évidemment on doit pouvoir l'améliorer encore. Mais voilà, il existe, donc je voulais le préciser par rapport à la question. Et j'ai la dernière, et après je vous promets que je m'arrête là, mais j'essaye d'en laisser aucun. Elle est compliquée. Et François, sur quel positionnement de la France Insoumise face aux grands enjeux de demain au regard de l'explosion démographique. Bon, c'est une question vague. Vague au sens large, hein, c'est pas une mauvaise question du tout, mais au sens très large. Bon,
la position de la France insoumise sur les grands enjeux de demain, et j'imagine que les grands enjeux de demain, on parle en particulier du changement climatique. J'en ai dit un mot tout à l'heure sur ce que nous on appelle la planification écologique, c'est-à-dire la nécessité d'organiser, de planifier à la fois les bifurcations qui sont nécessaires, mais aussi l'ensemble de l'activité économique du pays pour la rendre compatible avec les limites planétaires. Le deuxième principe, c'est le principe de ce qu'on appelle la règle verte, qu'on propose d'introduire dans la Constitution. Il s'appuie sur un principe très simple. On ne devrait pas, en matière climatique, en matière environnementale, consommer davantage de ressources chaque année que ce que la planète est capable de reproduire. Sinon, on vit à crédit de la planète. Et autant la dette financière, on peut la rembourser, autant la dette écologique, on ne la remboursera jamais. Donc ça, c'est les principes généraux qui guident notre vision en matière de transition écologique. Si vous voulez davantage de détails, il y a des livrets programmatiques de la France Insoumise qui est consacré à cette question, que vous pouvez retrouver sur le site de l'AFI. Il y a un deuxième sujet sur les grandes transformations de demain, sans doute, c'est notamment la question des évolutions à l'échelle mondiale, des rapports de force. On voit bien qu'on est dans la fin de l'organisation, de la domination de l'Empire américain, qui a l'émergence d'un monde multipolaire qui arrive. Ça aussi, on a des positions sur ce sujet, notamment nos positions, et elles rejoignent ce qu'on a dit sur la situation au Proche-Orient, au Gaza. Nous, on a toujours défendu une position qui est le non-alignement, c'est-à-dire la France ne doit pas être alignée derrière les intérêts de telle ou telle puissance, là en l'occurrence les intérêts des Américains. La France doit avoir sa propre voix, sa propre capacité à agir. Elle doit parfois nouer des alliances à l'échelle mondiale avec les uns ou avec les autres, mais il n'y a pas de raison d'une alliance automatique derrière les intérêts des uns ou des autres. C'est ce qu'on a appelé l'indépendance et le non-alignement. Alors en France, quand vous dites que vous voulez être non-aligné par rapport aux États-Unis, on vous dit que vous êtes pro-russe ou pro-chinois, parce que si ce n'est pas possible de juste pas être aligné sur les intérêts d'aucune puissance. C'est ça, pas aligné. Voilà. Donc, ni sur les uns, ni sur les autres. C'est compliqué à comprendre. Voilà, bref. Donc je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la dernière question, j'ai essayé de dire comment moi je la comprenais et les réponses politiques que je pouvais y apporter. Voilà, désolé pour la longueur, mais je voulais répondre à toutes les questions. Merci beaucoup de votre accueil. Merci mesdames encore pour votre intervention. Merci aux militants et aux militants.